Demain, après-demain, dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1 milliard d'années. Une seule certitude, la fin du monde arrivera bien. Dans le meilleur des scénarios, elle est prévue dans 4 milliards 500 millions d'années, quand le Soleil en constante extension aura brûlé la Terre. Mais d'ici là, les scénarios apocalyptiques ne manquent pas, tellement nombreux et convaincants qu'on a bien du mal à imaginer que l'humanité se tiendra sagement tranquille pendant plus de 4 milliards d'années, ou qu'aucune catastrophe naturelle n'aura d'ici là raison de notre planète. Collision de la Terre avec un astéroïde ou une comète, réchauffement climatique, refroidissement du noyau terrestre entraînant la fin du champ magnétique, mais aussi pandémie incontrôlable, terrorisme international, danger du nucléaire civil, embrasement général dans un conflit nucléaire mondial. N'en jetons plus. La liste des risques de destruction de la Terre ou de la seule humanité n'incite pas toujours à l'optimisme béat. Parmi les plus grands dangers qu'encourt notre planète, celui d'une collision avec une météorite a non seulement déjà eu lieu, mais pourrait bien de nouveau se reproduire. Si vous vous demandez à quoi pourrait bien ressembler une collision avec une météorite, vous n'allez pas être déçu. Le tsunami, c'était une vague de 8 mètres. Là, on parle d'une vague de 2000 mètres. Si vous pensez naïvement que les chances d'une collision avec la Terre sont minimes, vous allez vite devoir changer d'avis. Quand on ne regarde pas le ciel et qu'on ne s'intéresse pas, tout va bien. Mais quand on regarde le ciel, et qu'on commence à faire l'inventaire des risques, on s'aperçoit qu'en faisant l'inventaire, on trouve plein de dangers. Si vous vous rassurez en pensant qu'on scrute minutieusement le ciel et que nos observations sont parfaitement au point, c'est tout bonnement faux. 2004 est la date à partir de laquelle on prend conscience que ces objets-là sont réellement menaçants. Et si vous ne vous rappelez plus comment ont disparu les dinosaures il y a 65 millions d'années, les chiffres d'un impact parlent d'eux-mêmes. Ça représente à peu près 5 milliards de fois l'énergie libérée par la première bombe atomique d'Hiroshima. Avec les plus éminents géophysiciens mondiaux, les astronomes les plus réputés, paléontologues et spécialistes des corps extraterrestres, ce documentaire tente de répondre à l'une des plus grandes questions de notre histoire. Serons-nous, un jour prochain, percutés par une nouvelle météorite? Quels sont les scénarios pour sauver la Terre? Sommes-nous prêts à éviter la météorite Apophis en 2029, qui plane au-dessus de nous, comme une épée de Damoclès? C'est énorme. Pour moi, c'est une comète. Le voilà qui tombe. C'est une boule de feu. Tu entends l'explosion? Bien difficile en effet sur ce film de 1951 de savoir s'il s'agit d'un météore, d'un astéroïde, d'une météorite ou bien d'une comète. Ce qui est sûr, c'est bien que l'impact d'un géocroiseur ferait autrement plus de dégâts qu'un petit feu de Bengale. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un géocroiseur? Comment différencier une météorite d'un astéroïde? Réponse à quelques questions récurrentes sur ces objets qui nous menacent quotidiennement. Si nos calculs sont rigoureusement exacts, ce sera la plus effroyable découverte de tous les temps. Ces deux planètes se sont rapprochées d'1 million de kilomètres en 2 semaines.
Un corps céleste, un gros caillou qui se déplace dans l'espace, est un astéroïde. S'il pénètre dans notre atmosphère, il devient une météorite. C'est aussi simple que cela. Une comète est composée d'un noyau, entouré d'un nuage gazeux appelé chevelure et d'une traînée appelée queue. Parmi les plus célèbres, la comète de Halley. Un météore est un phénomène qui se produit dans les régions supérieures de l'atmosphère, comme une étoile filante. Pour simplifier, on parle de géocroiseurs, astéroïdes, météorites, comètes. Tous ces corps, s'ils croisent la route de la Terre, sont donc des géocroiseurs. Un des principaux soucis étant de les référencer. On a 600 objets identifiés dans ce catalogue aujourd'hui qui sont des géocroiseurs. Et sur ces 600 objets, combien il y en a qui pourraient être dangereux? Eh bien, 200 à 250. Pour détecter un objet qui fait 15 cm dans l'espace, un objet métallique, selon de bonnes conditions d'éclairage, notamment lever du soleil, coucher du soleil, des choses comme ça, eh bien, on peut détecter avec un télescope qui fait 15 cm, 20 cm de diamètre, c'est-à-dire qui est dans votre jardin. C'est-à-dire on peut conduire de la recherche spatiale dans son jardin. Si l'observation est accessible à tous, reste que la qualité des mesures et de leur précision, qui vont nous indiquer la dangerosité d'un corps, nécessite quelques moyens. Ce sont évidemment les télescopes, les moyens optiques qui nous permettent de les voir. Qu'il s'agisse des télescopes terrestres ou bien encore des télescopes circumterrestres, ceux qui sont installés en orbite. Comme par exemple Hubble, il en a repéré des milliers. Et c'est grâce donc à ces télescopes qu'on peut dire aujourd'hui, ben voilà, et ici, tiens, dans la satellite des astéroïdes, ben, il y a un certain nombre d'objets qui peuvent représenter une menace en fonction de leur orbite par rapport à la Terre. Car l'idée essentielle à ne pas oublier quand on réfléchit à une collision, c'est bien le mouvement. Celui des autres corps, bien sûr, mais aussi celui de notre Terre qui tourne autour du Soleil à plus de 108 000 km/h quand même. Quand vous prenez votre voiture sur l'autoroute, il y a plein de voitures, à un moment, vous pouvez prendre une voiture dans la tête. C'est exactement la même image, c'est-à-dire qu'on est dans un vaisseau qui est la Terre, on avance, on tourne autour du Soleil, et il y a d'autres objets, il y a d'autres voitures qui sont des petits astéroïdes, qui se promènent aussi, et on peut effectivement les prendre dans la tête à un moment. Heureusement, avant de frapper la Terre, la météorite va se chauffer à notre atmosphère et bien souvent finir en poussière. Alors, pourquoi certaines d'entre elles arrivent tout de même à toucher le sol? En réalité, la quantité de matière que perd une météorite ne dépend pas uniquement de sa taille, mais elle dépend aussi de sa composition, parce qu'il y a des types de météorites très variés, depuis des météorites qui sont pratiquement du métal pur, jusqu'à d'autres qui sont beaucoup plus rocheuses. Et évidemment, en fonction de cette composition, elles vont résister plus ou moins aux forces qui s'exercent sur elles durant leur traversée de l'atmosphère. Et c'est bien cette même atmosphère, qui fait en fin de compte office de bouclier, qui fabrique le spectacle des étoiles filantes. D'ailleurs, écoutez bien ce qu'est une étoile filante. Étonnant. Une étoile filante, c'est un grain de poussière, c'est un grain de sable, c'est pas plus gros que ça. Souvent, qui provient des comètes. C'est-à-dire que les comètes, c'est des... Imagine une grosse montagne pleine de glace et pleine de poussière. Quand la glace s'évapore, elle entraîne la poussière avec elle. Et quand cette poussière rentre dans l'atmosphère, elle va se désintégrer dans l'atmosphère. Ça va créer un phénomène lumineux que nous, on appelle étoile filante. Et il faut savoir que ce petit grain de sable-là, il entre à des vitesses qui sont de l'ordre de 200 fois la vitesse d'une balle de fusil. Donc c'est extrêmement rapide. Et c'est cette énergie-là qui va faire en sorte qu'il y aura le phénomène lumineux qu'on va voir. Mais comme on le voit, on a toujours l'impression que c'est gros. Alors qu'en fait, c'est pas gros, c'est juste très rapide. Donc quand vous voyez une étoile filante dans le ciel, qu'on appelle un météore dans le jargon scientifique, c'est en général pas plus gros qu'un grain de sable. Entre un grain de sable et puis un petit caillou gros comme mon doigt. Jusqu'à très tard, et encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, on s'en aperçoit. Étoiles filantes et autres comètes de Halley sont restées magiques et mystérieuses. D'ailleurs, les stigmates d'impact sur Terre étaient, pour les scientifiques, il y a à peine 200 ans encore, dus à tout sauf à des météorites.
Quand on a commencé à repérer des structures de ce genre au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de discussions et on a pensé souvent à des cratères d'un type plus commun, c'est-à-dire des cratères volcaniques. C'est seulement quand on a étudié plus en détail la géologie de ces structures qu'on s'est aperçu qu'il y avait des tas de caractères habituels dans un cratère volcanique qu'on n'en trouvait pas du tout. Mais c'est relativement récemment qu'on a commencé à bien comprendre ce qu'étaient les cratères d'impact météoritique. Et en fait, c'est guère que dans les années 50 et 60 qu'on a commencé à bien les interpréter et à les chercher et à en trouver beaucoup plus que les quelques-uns qui avaient été repérés dès, disons, la fin du XIXe siècle. Si notre planète est bel et bien soumise à un bombardement intense de météorites géantes, comment se fait-il alors que nous ne retrouvions seulement que 140 cratères d'impact dans le monde? Sur la Terre, il y a une atmosphère, il y a la tectonique des plaques. Donc petit à petit, les cratères s'effacent. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a plus de tectonique des plaques. Donc une fois que le cratère est fait, il va rester pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un autre cratère par-dessus en fait. Et donc, si on regarde la surface d'autres planètes, à commencer par la Lune, qui est constellée de cratères d'impact, mais aussi d'autres, y compris Mars par exemple, on se dit que la Terre n'a pas pu échapper à ce genre d'événement. Et donc, il est logique de rechercher les traces de ces impacts à la surface de notre planète. Hélas, le plus magnifique de ces impacts n'est aujourd'hui plus visible, malgré des caractéristiques parfaitement gigantesques. Fonçant sur la Terre à plus de 20 km par seconde, une météorite de 1000 milliards de tonnes aurait provoqué, il y a 65 millions d'années, la chute des dinosaures et l'avènement des mammifères, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, on se rend compte que des extinctions de masse se sont produites dans le passé de la Terre. Par exemple, il y a 65 millions d'années, au moment où les dinosaures prospèrent, ils sont là depuis 160 millions d'années, ils sont les maîtres de la Terre, ils règnent en maître absolu. Et pourtant, ils sont éliminés. 70 à 80% des espèces vivantes, là aussi, vont disparaître. Et on pense, de façon presque certaine aujourd'hui, que les causes de cette disparition sont dues à un objet de grande taille. Il mesurait 10 km à peu près. Il a percuté le sol terrestre. Il a creusé d'ailleurs le golfe du Mexique, à Chicxulub. Et c'est donc un impact de cette envergure-là, de cette magnitude, qui a provoqué donc la disparition de la plupart des espèces vivantes, en tout cas de celles qui dominaient la planète Terre à cette époque. Et on a pu estimer la quantité d'énergie libérée par cet événement qu'on peut présenter en disant que ça représente à peu près 5 milliards de fois l'énergie libérée par la première bombe atomique d'Hiroshima. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme au point de vue énergie et libéré en une fraction de seconde au moment de l'impact. Donc imaginez une montagne plus grosse que l'Everest qui arrive à 200 fois la vitesse d'une balle de fusil et qui tombe dans l'océan. Et bien ça, c'est suffisant pour vous créer un chaos à l'échelle planétaire. Donc il y a évidemment l'impact, il y a les éjectats, il y a ce qui provoque des incendies de partout. Ça vous soulève une poussière énorme qui va se diffuser dans toute l'atmosphère, qui va filtrer les rayons du soleil. Une fois que les rayons du soleil sont filtrés, ben en fait, ça va tuer l'herbe et les végétaux. Donc ça va couper toute la chaîne alimentaire à sa base. Et donc à partir de là, tous les animaux vont mourir. Dans les années 80, on va remarquer en effet, dans certaines couches géologiques, un taux anormal d'iridium, à l'origine très rare sur Terre. Des particules qui font partie de cette fameuse couche de cendres qui a plongé la Terre dans une sorte de nuit artificielle, aussi appelée hiver nucléaire.
Il faut se rappeler qu'au départ, ce qu'on a trouvé, ce sont les retombées de cet impact météoritique. Et ce qui était surprenant, c'est qu'on les trouvait dans le monde entier. On les a d'abord trouvés en Italie, puis au Danemark, puis dans des carottes océaniques un peu partout. Et maintenant, on a retrouvé les traces de cet événement vraiment pratiquement sur toute la surface de la planète, hein, depuis l'Italie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un phénomène mondial. Et en réalité, on est parti de la constatation que c'était un phénomène mondial pour conclure que ça devait être vraiment une très grosse météorite. Et c'est qu'une dizaine d'années après les premières découvertes des retombées de l'événement qu'on a trouvé véritablement le cratère. Du désert de l'Arizona à notre région de Charente, les zones d'impact qui ont marqué l'histoire de la Terre sont quelquefois encore visibles. Alors il y en a un qui est très célèbre, qui est Météor Cratère dans le désert de l'Arizona, qui fait 1 km de diamètre sur 300 mètres de profondeur. Et même en France, on peut en trouver. Alors sauf que la végétation sur la France a repris le dessus. Il y en a un assez célèbre qui est à côté de Limoges, à Rochechouart, qui a un cratère qui faisait 200 km de diamètre. Et là, si vous vous promenez, vous verrez effectivement sur des falaises, des sortes de strates, de couches, où on peut imaginer que sur une certaine couche, on va découvrir que à cet endroit, la lave a fondu au moment de l'impact et qu'on a des restes à la fois de l'astéroïde et puis des restes de la croûte terrestre. Dans le sud de l'Allemagne, par exemple, il y a le cratère du Ries, qui se trouve dans le nord de la Bavière, qui fait presque 30 km de diamètre. Alors on le voit moins bien que celui d'Arizona, mais quand on sait qu'il est là, il y a une sorte d'anneau de collines circulaires qui marque le bord de ce cratère. Et quand on le traverse, même en voiture, et qu'on sait qu'il est là, on se rend bien compte de sa présence. La plus grosse explosion connue de l'ère humaine s'est produite le 30 juin 1908 à 7h14 précise, en Sibérie centrale. 60 millions d'arbres furent abattus dans un rayon de 20 km et la déflagration audible à plus de 1500 km. Problème, on n'a jamais trouvé ni cratère ni trace de météorite. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Sibérie en 1908 ? C'est une grande question dont tous les scientifiques débattent encore. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a une comète qui est arrivée, qui est entrée dans l'atmosphère, qui s'est désintégrée et qui a explosé à quelques dizaines de kilomètres du sol. En conséquence de quoi, si le sol est là, si l'atmosphère et si l'explosion a lieu ici, vous avez un souffle qui se propage comme ça et qui a couché tous les arbres dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et donc en Sibérie, quand les gens sont allés sur place, ils ont en effet vu des milliers et des milliers d'arbres qui sont couchés. Et curieusement, en tant que scientifique, on s'attendait à retrouver des traces de l'astéroïde, à trouver des météorites, et en fait on n'a rien trouvé. C'est pour ça qu'on pense que l'objet qui est arrivé sur Terre était d'abord très fragile, et ensuite a explosé dans l'atmosphère. Maintenant, savoir ce que c'était exactement, est-ce que c'était un astéroïde, est-ce que c'était une comète, comment ça s'est passé, ça a fait couler beaucoup d'encre et on travaille encore dessus. L'événement de la Tunguska est devenu effectivement un mythe parce que d'abord, il n'a pas été étudié immédiatement. Il a été repéré évidemment quand il s'est produit, mais c'est seulement de nombreuses années après que des spécialistes russes ont pu se rendre sur place. Entre-temps, il y a eu la guerre de 14, la révolution bolchevique, etc. Donc ils y sont allés dans les années 20 alors que l'événement s'était produit des années auparavant. Donc la recherche des indices a été rendue plus difficile. Ce qui a donné lieu à toutes sortes de conjectures sur ce qui avait pu se passer. On a même parlé de vaisseaux extraterrestres, des choses qui arrivent tout à fait de la science-fiction. Bon, aujourd'hui, on s'oriente donc vers l'explosion d'une météorite dans l'atmosphère, mais pas extrêmement loin du sol, et quelque chose qui était quand même d'une certaine taille pour faire des dégâts de cette ampleur. L'objet est gros. Même s'il brûlait avant d'arriver, devant lui, il a une onde de choc. Supersonique, le mur du son. Et donc il a une onde de choc qui l'emmène avec lui, et s'il devait brûler avant d'arriver et qu'il n'y a plus rien, eh bien l'onde de choc, elle continue d'avancer, et c'est l'onde de choc qui va faire une claque sur la Terre ou sur la mer et créer un événement catastrophique. Mais aujourd'hui encore, le phénomène garde sa part de mystère. À propos de l'événement de la Tunguska, à vrai dire, on aura tout entendu. La version d'une météorite de 1 kg d'antimatière qui se serait annihilée lors de son entrée dans l'atmosphère. Un mini-trou noir qui serait ressorti dans l'Atlantique Nord. Une boule de foudre d'1 kilomètre de diamètre. Une explosion nucléaire.
Et bien sûr, l'inévitable thèse de la soucoupe volante. Alors, c'est bizarre. Quoi? Le vent souffle vers l'orage, c'est incroyable. Reste que l'on peut toujours se demander quelles auraient été les conséquences d'une telle explosion sur une région habitée. Rachel, tu veux voir un super truc? Et si cet événement n'a en fin de compte qu'une centaine d'années, quels sont les risques réels d'une collision aujourd'hui? Le danger d'un impact va-t-il grandissant? Le 2 mars 2009, par exemple, un corps céleste de 40 mètres de diamètre frôlait la Terre, sans que nous en soyons alertés. Ça va aller. Je préfère rentrer. Y a rien à craindre, hein? Je préfère rentrer. D'accord, vas-y. Assez d'intempéries pour moi. Tu vas pas me laisser y aller seule? Je vais vous montrer le système solaire en 3D. Donc on a au centre le Soleil, la Terre, la Jupiter. Et tous les points qu'on voit là, ce sont des astéroïdes, donc des cailloux qui sont gros à peu près comme une montagne. Les plus petits font la longueur d'un terrain de foot, on va dire. Et donc on voit qu'au centre là, il y en a pas mal qui se concentrent et qui passent près de la Terre. Alors maintenant, si je zoome ici, je vais voir quelque chose comme ça. C'est-à-dire on a Mercure, Vénus, la Terre qui est ici. Et on a des centaines de milliers d'astéroïdes qui tournent dans le système solaire, au-delà de Mars. Et tous les points rouges qui sont là sont des astéroïdes qui, tôt ou tard, passent près de l'orbite de la Terre. C'est amusant, non? Non, Ah, voyons, c'est comme le 14 juillet. pas du tout. Allons, enfants. La Terre est ici. Et tous les astéroïdes qui passent frôlent la Terre. Donc tant qu'ils ne sont pas vraiment dangereux, on les met en vert. Mais quand ils commencent à être dangereux, on les met en orange. Et si jamais ils viennent vraiment très près de la Terre, on les met en rouge. Si on sait qu'ils vont passer très près de la Terre. Et alors ce qui est hallucinant, c'est que voilà, il y en a plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers. Aujourd'hui, on en compte à peu près entre 900 et 1000. C'est sûr, la démonstration est imparable. On se demande même par quel miracle la Terre n'est pas percutée tous les ans. Et ce n'est pas fini puisque, apparemment, le temps qui passe ne joue pas en notre faveur. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on a la situation de la Terre telle qu'on la connaissait en 2002. Donc on a la Terre ici qui se déplace sur son orbite. Et les points qu'on voit bouger ici, ce sont des astéroïdes, donc encore une fois des cailloux gros comme une montagne qui viennent près de la Terre, qui viennent frôler la Terre. Et donc ça, c'était la situation telle qu'on la connaissait en 2002, c'est-à-dire qu'il y en avait quelques dizaines, voire quelques centaines. Et en 2008, c'est-à-dire quelques années plus tard, 6 ans après, on a cette situation-là où en fait là, on en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avec nos télescopes, on a découvert beaucoup de ces astéroïdes géocroiseurs, ce qui nous fait dire qu'il faut qu'on continue à observer parce qu'on sait qu'on ne les connaît pas tous. Et l'une des erreurs que l'on fait souvent est de s'imaginer qu'une météorite se déplace de façon totalement aléatoire, arrivant de nulle part, sans origine précise. Les météorites existent en très très grand nombre dans le système solaire. Elles ont plusieurs sources. On sait que la plus proche, c'est la fameuse ceinture des astéroïdes, qui est située entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Là, il y a des milliers, des centaines de milliers de blocs qui tournent autour du Soleil, comme la Terre tourne autour du Soleil. Il y a une autre source de météorites beaucoup plus lointaine qu'on appelle la ceinture du Kuiper, qui est à peu près située sur l'orbite de Neptune. On ne parlera même pas d'ailleurs du nuage de Oort, qui est un peu hypothétique, mais qui est la source des comètes, qui est située alors là aux confins du système solaire, à presque, disons, à peu près une année-lumière de chez nous. Donc c'est vraiment très 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 loin. Les grandes nations qui scrutent le ciel, principalement les agences spatiales russes, européennes et japonaises, s'en remettent encore aujourd'hui aux Américains qui surveillent bien les étoiles, mais pas uniquement pour prévenir une collision. Les Américains, avec lesquels on coopère et qui sont d'excellents amis, si vous voulez, les Américains ont deux raisons. Une qui est scientifique et une qui est militaire. Parce qu'ils observent le ciel pour des raisons militaires depuis toujours. Et donc, en conséquence, à cause de la partie militaire, ils ne sont pas forcément très bavards
et ils ne révèlent que ce qu'ils en veulent bien révéler. Il y a des télescopes automatiques, entre autres les télescopes linéaires aux États-Unis qui pointent automatiquement le champ du ciel. Il fait une comparaison, c'est automatique, il regarde une image, le lendemain ou quelques heures après, il refait la même image, il compare, et dès qu'il y a un point qui bouge, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une comète, ça peut être un avion, bien sûr, et puis ça peut être un astéroïde, donc, ou c'est un objet qui est déjà référencé, donc tout va bien, on connaît sa trajectoire, ou c'est quelque chose de nouveau. Et c'est souvent quelque chose de nouveau. Non répertorié. La découverte d'un rocher flirtant avec l'orbite terrestre peut être aussitôt calculée sur l'échelle de Turin, sorte d'échelle de Richter, mais pour les risques d'impact. Créée en 1999, l'échelle de Turin est graduée de 0 à 10. On indique ainsi facilement la gravité d'une collision en combinant les probabilités d'impact et le potentiel destructeur en une seule valeur. Mais ça, c'est quand on a la chance de voir venir la météorite. Après, l'autre chose qui arrive assez souvent, c'est que la Terre, c'est un vaisseau. Donc, nous sommes dans un vaisseau, on se promène, on est dessus, et forcément, il y a un soleil, un petit peu comme le spot qui m'arrive dessus. Donc, quand je regarde par là, je suis incapable vraiment de bien voir ce qu'il y a autour. Et de temps en temps, il se peut qu'il y ait un astéroïde sombre, donc vraiment noir, qui arrive en contre-jour. C'est-à-dire qu'on va aller plus vite que lui.